Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Aujourd'hui, nous recevons le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication depuis octobre 2021, Mohamed Mehdi Ben Saïd. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Vous êtes membre du bureau politique du PAM depuis 2017. C'est bien ça? Avant, vous avez été président de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants, donc la précédente législature, la législature 2012-2017-2016. Et dans ces trois fonctions, vous avez été toujours le plus jeune, ou vous êtes encore le plus jeune. Vous êtes le plus jeune membre du gouvernement. Non, il y a une... Il y a plus jeune que vous, ça existe. Oui, bien. Il y a toujours plus jeune. Et aujourd'hui, vous êtes donc, entre autres, ministre de la Justice. Alors, des trois fonctions, quelle est celle qui vous prend le plus de temps, qui vous occupe le plus? Il n'y a pas trois fonctions, il y a une fonction. Il y a trois départements. C'est ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Et bien sûr... Trois départements, alors. Oui, si vous voulez, mais c'est des départements qui sont reliés, qui sont liés. Quand on parle de la communication, le cinéma, par exemple, qui dépend du département de la communication, c'est aussi de la culture. Quand on parle d'audiovisuel, il y a beaucoup d'activités culturelles. Enfin, c'est des champs qui sont réellement très liés. Quand on parle de la jeunesse, le premier consommateur de la culture, c'est bien évidemment la jeunesse. Donc c'est des choses qui sont liées. Bien sûr, il y a des points spécifiques par rapport à tel ou tel département. On en parlera certainement par la suite. La jeunesse, il y a aussi d'autres problématiques liées à l'emploi, liées à d'autres domaines. La culture, c'est l'industrie de la culture en soi. C'est quoi l'industrie de la culture? Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut aller dans l'industrie de la culture? Donc il y a des spécificités, mais il y a toujours quand même une grande liaison entre les trois départements. Et donc la même fonction. Comment vous alliez les trois? En travaillant dur et en mettant en place une stratégie. Vous arrivez à faire face aux trois défis, aux trois départements, avec toutes les attentes qu'il y a en matière de jeunesse, en matière de... Ça, c'est, Inch'Allah, vous et les citoyens marocains qui nous le diront au fur et à mesure qu'on avancera. Très bien, très bien. Alors, vous êtes donc ministre de la Culture. En 2021, vous avez déclaré ceci. Ce budget, en parlant du financement de la culture par l'État, ce budget ne sert même pas à financer un terrain de foot dans une ville de taille moyenne, 60 millions de dirhams. Où est-ce que j'ai dit ça? Vous avez dit ça en 2021. Ça avant la nomination, peut-être? Non, vous étiez déjà ministre. En 2021. En novembre 2021, pour être précis, ce budget ne sert même pas à financer un terrain de foot dans une ville de taille moyenne, en parlant d'un budget donc, de fonctionnement, de financement de la culture, 60 millions de dirhams. Non. Si, ça a été repris par la presse. Ça a été mal repris, parce que le budget n'est pas de 60 millions de dirhams, d'abord, premièrement. De financement de la culture. Là, vous parlez Ah oui, vous parlez... Non, pas le budget du ministère de la Culture. Oui, alors là, on parle du soutien qui est apporté aux activités culturelles votées par la loi de finances. Effectivement, 60 millions de dirhams ne représentent pas grand-chose quant aux défis et quant aux besoins et l'envie aussi des Marocains et des Marocaines par rapport à l'action, par rapport à l'activité culturelle. Et donc, mais ce que j'ai dit aussi, pour terminer peut-être la phrase pendant les discussions de la loi de finances, c'est que l'intérêt aujourd'hui et l'intelligence serait que chaque dirham investi dans la culture, on puisse en récolter 17, 18, 19, 20 dirhams. C'est-à-dire, grosso modo, pour les 500 millions de dirhams que nous avons pour l'investissement sur le volet culturel, les différents investissements, le volet infrastructure, activités et autres, il va falloir être assez imaginatif et assez créatif pour en ressortir, pourquoi pas demain, 10, voire 15 milliards. Et c'est ça l'intelligence collective qu'on doit tous avoir, enfin les différents partenaires qui travaillent avec nous dans la culture et bien sûr au niveau du gouvernement. Alors, on va élargir un peu la discussion avec Moustapha Sahimi, politologue, professeur de droit, que vous connaissez bien, qu'on ne présente que difficilement, donc je ne vais pas le présenter plus que ça. Et je lui cède la parole. Je suppose qu'il a des questions à vous poser. Il brûle d'envie. Allez-y. Ah oui. Écoutez, d'abord sur le fait que vous soyez ministre avec 3 départements, je vous rappelle que le chef du gouvernement, lorsqu'il avait présenté son programme à la mi-octobre devant le Parlement, avait annoncé qu'il y aurait des secrétaires d'État. Et je crois savoir qu'il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites depuis par le même chef du gouvernement. Pour l'heure, il semble bien que ça ne soit pas validé. Et c'est des secrétaires d'État, on avait parlé de 4, 5, 6, même 7, etc. Et il semble que cette opération traîne un peu. Alors je voudrais savoir pourquoi. C'est une question, j'ai envie de dire,
qui est posé sur la table. Après, c'est les 3 secrétaires généraux. Enfin, nous, en tant que membres, là, c'est plutôt le membre du PAM, le membre du bureau politique du PAM qu'on veut questionner. C'est des questions qu'on traite au niveau purement politique et aux secrétaires généraux, bien sûr, avec la supervision du chef de gouvernement qui est un petit peu, qui coordonne l'action de la majorité gouvernementale, de voir quand est-ce qu'il y a un intérêt à proposer des secrétaires d'État. Est-ce qu'on les propose à quelques mois de l'investiture d'un nouveau gouvernement, à une année, à mi-mandat? Ça reste au choix politique et à la décision politique de proposer ce genre de choses. Et non pas... Le chef du gouvernement avait dit prochainement. Prochainement, ça veut dire quelques mois. Ça veut dire quelques mois, ça ne veut pas dire la moitié de la législature. Ça fait pas un an. On est quand même encore à quelques mois de l'investiture de ce gouvernement. On est à 8 mois et demi. Voilà, à quelques mois de l'investiture de ce nouveau gouvernement. J'ai une autre lecture à vous proposer, qui est une hypothèse de travail. C'est parce que ni le PAM, me semble-t-il, ni le RNI ne sont pressés d'adjoindre à ce cabinet des secrétaires d'État, parce que quel est le parti qui est le moins satisfait de la composition actuelle de ce cabinet? C'est le parti de l'Istiqlal. Et le parti Istiqlal fait beaucoup pour qu'il y ait une correction de sa représentativité au sein du gouvernement. C'est votre lecture. Mais c'est des faits, C'est votre lecture. Oui, mais elle est fondée sur des faits. Parce que les réunions de la majorité... Je vais finir, si vous permettez. Le parti de l'Istiqlal estime qu'il a été sous-représenté dans ce cabinet. Entre une analyse et une réalité. La réalité, c'est que la majorité se réunit régulièrement. Quand je dis la majorité s'est réunie, c'est les chefs de parti et 2-3 responsables par parti. Et jamais ce sujet n'a été soulevé par un parti et où il y a eu une opposition de 2 autres partis. Je vous pose, si vous permettez. Donc la réalité, c'est que c'est un sujet aujourd'hui qui est sur la table. Qui ne se pose pas. Je vous pose la question différemment. Ce n'est pas un sujet de conflit. Parce que là, vous avez mis 2 partis contre un autre. Ce n'est pas du tout un sujet de conflit. Est-ce que vous pensez... Non, je voudrais que ça soit précisé pour ne pas dénaturer ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'on a le sentiment que et le PAM et le RNI se hâtent avec lenteur pour qu'il y ait cette correction sur la base d'un secrétaire d'État, le parti de l'Istiqlal étant particulièrement demandeur à ce sujet. Je vous pose la question différemment. Je reprends ce qu'a dit Mustafa Sahimi, le chef du gouvernement a parlé de la nomination de secrétaire d'État prochainement. Oui. Ça fait 8 mois que ce gouvernement est en place. On est en passe de préparer la loi de finances d'après, c'est de 2023. Est-ce que vous pensez que c'est naturel, c'est logique, c'est peut-être même sain sur le plan politique de nommer des secrétaires d'État à un moment ou à un autre de la législature? Parce que finalement, à revenir à ce que vous dites, c'est à un moment ou à un autre. Oui, ce que je considère, parce que là, on est en train de faire de l'analyse et on considère que les intérêts des partis priment sur l'intérêt de l'action gouvernementale et donc de l'action qui doit toucher les Marocaines et les Marocains. Venir dire que donc le chef de gouvernement s'est avancé en disant les choses. Venir dire d'une certaine manière que le PAM et le RNU sont très bien, ils n'ont pas de problème, et c'est le problème d'un autre parti. Et donc finalement, ça reste un conflit, ou plutôt un débat politico-politicien, alors que ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de voir l'action gouvernementale, voir département par département, au-delà des couleurs politiques. C'est l'action d'une majorité aujourd'hui, ce n'est pas l'action d'un parti ou 2-3 partis, c'est l'action d'un gouvernement, d'une majorité. Voir effectivement, après un temps que considérera le chef de gouvernement, parce que ça reste quand même le chef d'orchestre de cette majorité, quand on considérera que certains départements ont besoin de soutien parce que justement il y a eu, suite aussi à une demande populaire, rappelons-le, une volonté de converger les départements et de rétrécir un petit peu le nombre de ministres qu'il y avait. Rappelons-nous les débats qu'il y avait les derniers gouvernements. Et donc c'est une réponse aujourd'hui à aussi une demande populaire. Et quand on va considérer que tel ou tel département a besoin de son œuvre, de soutien par rapport à son action, bah oui, on va mettre en place tout cela. Mais j'y vois, si vous permettez. Et ça, si vous le permettez, juste je termine la phrase. Et si vous le permettez, ça, effectivement, hein, je suis d'accord avec vous, et ce n'est pas une question d'un an ou 2 ans, c'est à un moment donné qu'on va voir, à un moment donné, le chef de gouvernement évaluera que tel ou tel ministère a besoin d'un soutien. On va dire que c'était un petit peu avancé au départ. On va mettre ça sur j'y vois, si vous permettez, j'y vois, et c'est une lecture que je vous propose, je vous la soumets, j'y vois une gestion de l'immobilisme
parce que ça dérange des intérêts partisans au sein du gouvernement. Vous avez quelques sièges de plus que le parti de l'Istiqlal et vous avez 2 fois plus de ministres. Vous avez un premier point. Non, je finis mon raisonnement. Là, mais j'ai bien compris vous êtes surreprésenté, compte tenu de l'effectif parlementaire, vous êtes surreprésenté par rapport au parti de l'Istiqlal. J'ajoute, je voudrais finir ma question, j'ajoute aussi que non seulement l'approche est comptable et arithmétique, mais le parti de l'Istiqlal bénéficie d'un coefficient historique particulier de légitimité. Ma question est celle-ci. Est-ce que cette gestion de l'immobilisme que je vous propose ne se retrouve pas pour ce qui est du pacte national de développement ? Moi, je pense que vous êtes... On y arrive. Je crois que la réponse va être plus courte que la question. Allez-y, vas-y. Très rapidement, parce que je sais qu'on n'a que 52 minutes. C'est très simple. Vous analysez, vous avez le droit d'analyser, vous avez le droit de mettre votre avis, c'est votre droit, mais on ne réfléchit pas de cette manière au sein de ce gouvernement. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude que les gouvernements ne réfléchissent pas à leur couleur politique, mais réfléchissent au pays. Cette idée de « moi, je représente le PAM, lui, l'Istiqlal, RNI » ne se pose même pas au sein des réunions que nous avons au sein du Conseil de gouvernement. Nous travaillons ensemble. Bien sûr, ce travail, cette majorité est due à un certain résultat, je suis d'accord avec vous, à un certain nombre de députés qu'a eu chacun d'entre nous, certes. Mais aujourd'hui, cette problématique ne se pose pas. Ça laisse des traces. Alors, revenons. Ça laisse des traces pour ce qui est du parti de l'Istiqlal. Je veux finir ma phrase. S'il vous plaît. Il n'a pas répondu à ma question sur pourquoi il n'y a pas de pacte national de développement. On y arrivera. On parlera du gouvernement. Voilà. On était sur la culture, on y arrivera. Je voudrais revenons donc à la culture. Oui. Nous repartirons sur le gouvernement en courant d'émission. Je voudrais revenir donc sur la culture. Un discours royal datant du 30 juillet 2004 où le souverain parlait de la vision stratégique tendant à doter le Maroc d'un projet culturel constructif. Il parlait d'innovation, il parlait de diversité, d'interaction positive. Et puis en 2014, 10 ans après, le souverain a parlé de capital immatériel. On en est où aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes satisfait de l'état de la culture dans ce pays ? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en 8 mois ? C'est ce que nous avons cessé de dire quand nous étions à l'opposition. Rappelez-vous, j'ai eu la chance d'être invité par vous sur différentes émissions. Ah, c'est gentil ça. Et bien sûr, toujours, nous avions considéré que la culture a été le parent pauvre un peu des différents gouvernements. Peut-être que c'était idéologique ou des points de vue politiques différents. En tout cas, aujourd'hui, le premier avantage d'avoir une certaine convergence et d'avoir un gouvernement plutôt réduit, c'est cette volonté de travailler ensemble, parce que la culture, ce n'est pas que le département de la culture qui est concerné par le travail culturel, par la stratégie culturelle. Nous considérons qu'il y a d'autres départements, par exemple l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, ces deux départements essentiels pour la réussite de toute stratégie nationale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une commission conjointe, des conventions conjointes pour travailler ensemble, parce que si récemment nous avons eu le salon du livre, si on parle du livre, si on parle de la lecture, c'est des choses qui sont autant concernées par l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, et bien sûr le ministère de la Culture c'est un peu le moteur, il dynamise, il essaie de dynamiser et de mettre en place une stratégie, mais il est important, il est essentiel même d'avoir des partenaires avec nous sur la lecture bien sûr, sur le théâtre, sur la musique, sur le cinéma, tout sur le site. Je vais aller même plus loin. Je vais aller même plus loin si on veut. Sur ça. Oui, bien sûr, pas de problème. Je vais aller même plus loin. Si on parle d'une stratégie nationale, l'acteur privé est tout autant concerné. C'est ce que nous sommes en train de mettre en place, en impliquant bien sûr la FIC, qui est la fédération au niveau de la CGM, qui traite des sujets liés à la culture, mais aussi culturelle et créative, mais aussi les autres industriels qui ne sont pas forcément acteurs de la culture, mais qui ont une population, qui ont des fonctionnaires, qui ont des salariés, qui ont des ouvriers, qui doivent être intéressés par la culture. Et c'est une stratégie qu'on va proposer au moment opportun, c'est-à-dire dans les mois qui suivent, avec tous nos partenaires. Il n'est pas les réussites, Inch'Allah, s'il y a réussite dans ce domaine-là, c'est une réussite conjointe, c'est ensemble qu'on va réussir, ce n'est pas une réussite personnelle, et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est ce travail d'équipe qui prime. Bien sûr, nous, on est là pour dynamiser, pour pousser, pour porter, et à nous tous de réussir cette stratégie. On peut considérer que vous tenez là un discours convenu, que vous faites beaucoup de communication, beaucoup d'annonces. Il est ministre de la communication aussi. Oui, mais communication pour ce qui est de la culture. Je finis ma question. Beaucoup de communication pour ce qui est de la culture. Vous faites beaucoup d'annonces, mais que vous n'avez pas les moyens
C'est tellement vrai qu'on se demande quelle sera l'augmentation du budget de la culture dans le projet de loi de finances 2023. Et puis, il y a de grands dossiers, de grands chantiers finis qui sont en retard. Je vous repose la question, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, du grand théâtre de Casablanca, qui est achevé depuis 1 an? Je sais bien que vous allez me dire que ça ne relève pas de votre compétence, etc., mais c'est bien une situation tout à fait inacceptable. C'est votre avis. Juste une chose. Ce qui est bien avec Mostafa Sahimi, c'est qu'il pose la question, il donne aussi son avis, mais vous êtes aussi libre de donner le vôtre. Non, mais je fais, il ne va pas s'en priver. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il a posé plusieurs questions. La première, d'abord, ce n'est pas une réponse que je vous donne pour vous faire plaisir ou pour communiquer. C'est une réponse et une volonté sincère de travailler ensemble, parce que je considère que la réussite, c'est une réussite commune. Parce que vous avez raison, vous l'avez dit aussi, notre budget est ce qu'il est, et c'est pour ça aussi, de manière très pragmatique, qu'il est important d'impliquer avec nous d'autres départements, d'autres secteurs, même le secteur privé, pour atteindre certains objectifs. Voilà pourquoi je parle d'une convergence des départements et des acteurs privés qui sont un élément essentiel dans toute volonté de passer de ce que nous connaissons de la culture dans le royaume à une industrie culturelle au Maroc, au royaume du Maroc. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Le deuxième point par rapport il y a plusieurs vous avez cité l'infrastructure de Casablanca, de Rabat ou autres, c'est des infrastructures à 95, 96, pour certains à 99% terminées. Il reste le dernier pourcentage. Une fois qu'on considérera qu'ils seront prêts, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir une infrastructure de taille, il faut aussi avoir une programmation, c'est ce que j'appelle moi aujourd'hui l'investissement le plus important qu'on devrait faire au sein du ministère, ou qu'on va faire au sein du ministère, c'est l'action culturelle, c'est les événements, c'est cette animation culturelle. Donc aujourd'hui, ces infrastructures, il va falloir aussi les faire vivre, et pas avec n'importe quel événement, parce que il y a une différence. Si je fais le parallèle avec le football, remplir un stade tel que le stade Moulay Abdallah n'est pas comme un stade de quartier, c'est deux stratégies, c'est deux visions différentes, c'est des matchs différents. Est-ce que les festivals, est-ce que la multiplication et la réactivation des festivals, ce qui est une bonne chose. Est-ce que vous pensez que c'est une politique culturelle? Alors, pas du tout. Le festival, c'est un point dans le cadre d'une politique, dans le cadre d'une stratégie. Quand on parle d'industrie de la culture, il y a le volet d'abord humain qu'il faut prendre en considération, à savoir protéger ces artistes, protéger ces gens qui travaillent au sein de ce monde de la culture, pas que l'artiste en soi, mais même les techniciens et autres. C'est ce que nous avons mis en place grâce au grand chantier qu'a mis en place Sa Majesté de la protection sociale. Ça, c'est un point parmi d'autres points, et j'y arrive. Au sein du ministère, nous avons considéré que cette protection sociale, et pour aller dans cette dynamique positive qu'a mis en place Sa Majesté le Roi de cette protection sociale, on est en train de mettre en place une fondation afin d'avoir le complément aussi pour l'assurance maladie, afin de protéger, ne plus entendre ici et là des acteurs, des artistes, des gens de la culture qui souffrent de maladies, comme vous l'entendez tous. Ça, c'est un chantier qui était pour nous, c'était un point dans le cadre d'une stratégie qui était important pour nous. Le deuxième point, c'est avoir des infrastructures, non pas uniquement dans les grands pôles, dans les grands centres urbains, mais dans tout le royaume. Pourquoi? Parce que quand on parle d'industrie culturelle, quand on veut que nos artistes, nos chanteurs, les compagnies théâtrales, nos films, ils doivent pouvoir faire des tournées, se balader au travers le royaume. Chaque Marocain a le droit d'avoir accès à cette culture-là. C'est ce que nous avons mis en place aujourd'hui dans le cadre de salles polyvalentes. Vous avez parlé, Inch'Allah, terminé d'ici fin décembre pour avoir plus de 150 salles présentes dans tout le royaume, à Debdou comme à Casa. Et ça, c'est important. Très bien. Pour être précis. Parce que là, on parle de stratégie. La stratégie, ce n'est pas un point, ce n'est pas un festival. Oui, on va mettre les festivals, on est heureux, on est content, c'est une politique culturelle pour le royaume. C'est un petit point. Il y a une contradiction. Mais une vision qu'on est en train de placer. Mostafa Sahimi a parlé de la politique des festivals. Oui. Encore que la politique des festivals, il faut qu'elle soit une politique publique, alors que c'est des festivals qui parfois ne viennent pas des autorités publiques. Vous avez parlé de remplir un stade de foot. C'est important. Un stade de sport. C'est important ce que vous avez dit. Pourquoi le ministère de la Culture est là pour dynamiser. Il peut avoir ses propres festivals, mais créer une dynamique positive au sein du royaume qui va inciter des acteurs privés, associatifs ou autres à mettre en place leur festival. Pourquoi il y a des festivals qui se sont tenus? Pour pousser, pour pourquoi mettre il y a des en festivals avant. qui sont tenus? Par exemple, le festival de Gnawa, Musique du Monde. Oui. D'accord. Vous avez parlé de remplir un stade de foot, c'est pas aussi facile que de faire un festival. C'est pas ce que j'ai dit.
Non, c'est ce que vous avez dit. Pas du tout. Vas-y. Non, pas du tout. Alors, j'ai dit concrètement que quand on parle d'infrastructures géantes telles que les deux grands théâtres qui ont été ouverts, il faut mettre en place derrière une stratégie d'animation culturelle pour attirer le monde, pour remplir ces terrains, pour remplir ces théâtres-là. Et je donnais l'exemple des terrains de foot. J'ai dit un terrain de foot tel que le terrain de Moulay Abdallah, on ne peut pas le comparer à un terrain de proximité. Si le Raja El Wydad joue dans le terrain de proximité, il va y avoir un problème sécuritaire. S'il joue au terrain de Moulay Abdallah, ça va être plus simple. Je continue sur ma question. C'est une question d'animation, c'est une question de stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces infrastructures ? Je continue sur ma question. Et est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui, via le monde culturel tel que nous le connaissons au Royaume aujourd'hui, avec les 2 ans d'interruption à cause du Covid, d'avoir des programmes culturels qui puissent remplir cela ? Certainement, oui, juste une chose. Une stratégie. Je vais finir quand même par pouvoir poser ma question. Bien sûr. Vous êtes passionné et moi je suis tenace. Si on part du principe que la culture est un outil de soft power, oui, et qu'on part du principe aussi que notre culture peut être exportable et peut être vendable, et qu'on part du principe aussi que nous avons rempli nos stades de foot depuis que heureusement, il y a les stades les gens qui peuvent se réunir, comment ça se fait qu'on peut avoir des festivals qui se réunissent dans une salle de cinéma ? Pas compris la question. La question, par exemple, le festival Souera, c'était vu, vous vous rappelez ? Non, c'était pas dans une salle de cinéma. Non, à Marrakech. C'était en plein air. À Marrakech, c'était dans une salle de cinéma. C'est pas une mauvaise chose. Moi, je vous pose simplement la question, pourquoi ne pas laisser ces choses-là ? Parce que rien ne l'interdit aujourd'hui. La preuve en est, le festival de Souera, c'était en plein air. D'autres festivals dans le cadre de Rabat, capitale culturelle africaine, vont avoir lieu en plein air. Il y a déjà eu des événements, il y a même pas une semaine en plein air à Rabat. D'autres ont lieu à Casa, Marrakech ou autre. Donc aujourd'hui, la problématique ne se pose pas. Alors, je voudrais m'adresser, si vous permettez, au ministre de la Communication avec 2 questions. La première, qu'est-ce que vous comptez faire en termes de politique publique pour le soutien de la presse écrite ? Il y a un gros problème de rentabilité, de modèle économique. On a l'impression qu'on est dans des situations où la presse écrite se meurt, elle se marginalise, les ventes des journaux dégringolent. Donc il y a là une grosse problématique qui n'est pas réglée. On est pratiquement à la moitié de l'émission. Pardon, ça c'est ma première question. Ma deuxième question, vous êtes ministre de la Communication aussi. Qu'est-ce qui est fait pour la marque Maroc ? Moi, je suis frappé par la référence constante dans les discours publics du gouvernement et d'autres acteurs sur la marque Maroc, il faut marque Maroc. Mais qu'est-ce que vous mettez dans cette marque Maroc ? Et on a le sentiment qu'il y a des marques Maroc sectorielles, mais qu'il n'y a pas une réflexion ni un consensus, ni une vision sur une marque qui finirait par s'imposer à l'international et qui serait du soft power. Alors, je vais essayer de répondre aux 2 questions. Alors, vous voyez que finalement, les départements sont reliés. Parce que quand on parle de la presse écrite, on parle de lecture. Ah oui. Et la lecture, c'est aussi le lire, c'est aussi la culture. Donc, ce n'est pas que de la communication. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'une stratégie, d'une convergence des différents départements, parce que le combat que nous avons aujourd'hui, c'est à propos de la lecture. Et quand on parle de lecture, on parle certes du livre, mais on parle aussi du journal écrit. Et ça, c'est important, parce que vous avez raison, les journaux souffrent aujourd'hui, on peut le voir uniquement par le nombre d'achats qu'il peut y avoir, etc. Donc aujourd'hui, il y a une stratégie sur le long terme qui concerne les différents départements sur la problématique de la lecture au Royaume. Et derrière cela, on a déjà entamé un débat avec les professionnels, les journalistes, les patrons de journaux, etc., pour essayer de réfléchir ensemble comment faire évoluer et donner envie aux gens de lire, tout simplement. Il faut marketer. Vous savez, s'il y a eu une réussite par rapport au ciel, c'est parce qu'il y a un marketing, il y a une communication derrière. Ce n'est pas uniquement parfois, c'est le fond et la forme. Et ça, c'est important. Donc aujourd'hui, il faut rendre... Il y a toute une nouvelle génération dans le Royaume du Maroc. Il y a plus de 50% de la population qui a moins de 40 ans. Donc il faut revoir peut-être nos manières de faire. Et aujourd'hui, le journal écrit, contrairement aux années 90-80, ce n'est plus l'information qu'on cherche, c'est plutôt de l'analyse, c'est plutôt de la réflexion. Parce que l'information, on l'a aujourd'hui via les réseaux sociaux, via la télé, via d'autres outils, d'autres moyens. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion profonde à avoir. On l'a entamée. On a déjà eu 2 débats avec le professionnel, avec les professionnels des journalistes. Et on dit les médias écrits, et on va avoir une dernière mi-temps
un dernier débat pour essayer d'aller vers une stratégie commune. Parce que c'est très important d'impliquer les professionnels et de décider ensemble sur quel choix on va faire, notamment par rapport au soutien. Parce que ce n'est pas qu'une question financière. Limite, j'ai envie de dire, c'est une question aussi philosophique. Qu'est-ce qu'on veut faire de la presse écrite, d'accompagnement, de soutien? Il est important, vous avez parlé, et là je vais rebondir sur le deuxième point, sur le soft power de manière générale. Je vais d'abord parler des médias. Il est aussi important aujourd'hui d'avoir des médias qui sont lus au moins dans le continent, par rapport aux médias francophones, dans le monde arabe. Avant de passer à la deuxième question, il nous reste 1 minute et demie, mais vous allez, si vous débordez, on va passer à la deuxième partie aussi. Non, mais sur la marque Maroc, je n'ai pas eu de réponse. On reste sur ce sujet des médias. Oui. Au niveau de l'audiovisuel, il y a eu un projet sur la constitution en holding. Il en est où? La même chose, c'est des choses, comme vous le savez, qui sont en continué. C'est un débat qui a lieu aujourd'hui avec les concernés. Nous allons proposer, on est en train de finaliser encore une fois ce holding-là, comment il va avoir lieu. Est-ce qu'il est toujours intéressant qu'il ait lieu aujourd'hui? Il y avait eu une réflexion pour l'ancien gouvernement. On a poussé aussi une réflexion aujourd'hui dans le cadre de cette majorité de ce gouvernement. Quelle vision on veut donner à ce holding? Il y a aussi la relation avec les cahiers de charges. Est-ce que vous avez un calendrier? Oui, mais bien sûr qu'il y a un calendrier. Vous avez la main sur ce dossier de la restructuration du pôle public audiovisuel? Le gouvernement a la main, oui. Pas vous. Le gouvernement, moi je fais partie du gouvernement. Oui, non, mais... on est 2-3... Pourquoi j'ai le gouvernement? Parce qu'on est 2-3 ministres concernés. Il n'y a pas que le ministère de la Communication qui est concerné, il y a les finances qui sont concernées, il y a d'autres départements qui sont concernés. Donc il y a 2-3 départements qui se réunissent régulièrement pour aller de l'avant avec les concernés encore une fois et pour trouver des solutions. Non pas uniquement, c'est pas une question de volonté politique uniquement, c'est aussi une question financière, d'où la présence des ministères de l'économie. C'est aussi une gestion économique. Je peux, en tant que ministère de la Communication, vouloir imaginer ce que je veux par rapport aux médias audiovisuels nationaux. D'ici la fin de l'année. Le chantier sera finalisé. On arrive au terme de la première phase. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on arrive au terme de... Il a dit qu'il avait un calendrier. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie. C'est parti pour la deuxième partie du débrief. Aujourd'hui, avec le ministre de la Jeunesse, Culture et Communication, Mehdi Ben Saïd, et je suis avec Mostafa Shimi pour lui poser des questions donc sur ces différents départements qu'il gère. Et juste avant la pause, Mohamed Mehdi Ben Saïd, vous parliez donc du pôle public en audiovisuel. Oui. Et je vous avais demandé un calendrier. Vous dites qu'il existe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, vous demandez une date. Est-ce que vous avez une date? Est-ce qu'il y a des précisions? Est-ce qu'il y a des avancées concrètes? Il y a des réunions qui sont faites par les différents départements avec les présidents et directeurs concernés par les différents pôles publics actuels. Et bien sûr qu'il y a un échéancier. Notre objectif en tant que gouvernement, c'est d'essayer de finaliser, d'avancer sur ce sujet-là d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Voilà. Et pour qu'on puisse passer à autre chose. La fin de l'année. Alors, sur ma question, on note la fin de l'année. Il reste la marque Maroc. Voilà, il reste la marque Maroc que vous avez posée. Alors, j'ai démarré la marque Maroc. Vous avez tout à fait raison, Cécile. En fait, c'est plusieurs idées qui avaient été mis en avant. Pourquoi? Parce que justement, il n'y avait pas une convergence dans les différents gouvernements. Chacun essaie de défendre la marque Maroc à sa manière. Aujourd'hui, vous l'avez sûrement remarqué, quand on a lancé le concept de label Maroc afin de protéger le patrimoine, nous ne l'avons pas fait tout seul en tant que ministère de la Culture. Avec nous, il y avait l'artisanat, donc le ministère du Tourisme et de l'artisanat, il y avait les équipes de l'industrie, etc., c'est-à-dire les différents départements éventuellement concernés par ce volet de marque Maroc. Parce que quand on parle de marque Maroc, il y a l'aspect culturel, bien sûr, le patrimoine, matériel et immatériel, la relation avec l'UNESCO, mais il y a aussi le volet commercial que gère l'artisanat, que gère l'artisanat pour les artisans, pour protéger les artisans. Il y a aussi le volet industriel, parce qu'aujourd'hui, on se positionne aussi sur le volet automobile, aviation, etc. Donc, il y a aussi l'image, le travail qui est fait par l'ONMT pour le tourisme, et le tourisme est relié au culturel, parce que vous l'avez remarqué certainement, la dernière campagne qu'a mis en place l'ONMT est basée sur le volet culturel, est basée sur le tourisme culturel, parce qu'on considère aujourd'hui, et ça c'est très important aussi, que le tourisme culturel apporte davantage au tourisme balnéaire, classique, etc. Parce que quand il y a un ressenti, quand on s'attache à une région par rapport à son histoire, par rapport à son patrimoine, etc., on y revient, on y investit. Quand je dis on y investit, c'est-à-dire en revenant une fois par an, en consommant, etc. Et tout ça, ça crée de la richesse, ça crée de la consommation, ça répond
à une autre problématique qui est aussi celle de l'emploi et celle de, via l'industrie de la culture, via cette marque Maroc, comment la culture peut devenir aujourd'hui un département aussi productif, si vous me le permettez, qui crée de l'emploi et qui crée des nouveaux emplois. Si vous me le permettez, nouveaux métiers, pardon. Je vais encore reposer les règles de ce débat, de cette émission. Question courte, réponse courte, parce qu'il reste encore beaucoup de questions pour pas beaucoup de temps. On va passer à un autre sujet. Vous avez votre réponse sur la marque Maroc. Donc on va passer à un deuxième département qui est celui de la jeunesse, où vous êtes beaucoup plus à l'aise, manifestement. Alors il y a une signature avec l'ONU d'un plan d'action visant à intégrer les jeunes dans le tissu économique entrepreneurial. Il y a eu vous avez parlé aussi des centres culturels, des pépinières pour l'épanouissement des jeunes talents. Gaming et coding, c'est votre marotte personnelle. Ce qui a été fait concrètement dans la matière, dans ces trois sujets, surtout le gaming et coding. Alors, vous aimez beaucoup en parler de ça. Alors, bizarrement, vous avez parlé de département de jeunesse, vous l'avez lié au gaming coding. Le gaming et le coding, techniquement, ça, c'est des sujets qui sont liés à la communication. Tout à fait. Et non pas à la jeunesse, mais qui concernent la jeunesse. Vous voyez pourquoi on parle d'un seul ministère et non pas de 3 départements. C'est effectivement un seul ministère qui travaille avec, avec une même vision pour essayer aussi, ce ministère qui n'était pas considéré comme un département productif, qui était plutôt un département social, qui essaie aujourd'hui de faire des efforts pour apporter un plus à l'employabilité des jeunes, vu que nous sommes le ministère de la jeunesse. D'accord ? Et cette employabilité, elle est sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est on n'est peut-être pas créateur d'emplois directs parce que nous ne sommes ni l'industrie, ni le ministère de l'Emploi ou autre, mais on peut, via les maisons de jeunes, via le réseau de maisons de jeunes que nous avons aujourd'hui, mettre en place des formations, accompagner les NEET, ces jeunes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des formations ou d'aller à l'école tout simplement, et leur proposer des formations parfois de courte durée, de 6 mois à 2 ans, notamment sur le coding. Pourquoi j'insiste sur le coding ? Le coding aujourd'hui, et c'est le marché le plus employeur qu'il y a au niveau international. C'est fait en relation avec l'Office de la formation professionnelle ou sur certains volets, avec l'OFPT, sur d'autres avec l'OCP, avec l'expérience 1337 que nous considérons comme expérience réussite sur le volet coding. Le coding, c'est un nouveau langage, c'est une langue, c'est comme l'anglais, le français ou autre, sauf que c'est un langage pour parler Alors, puisque vous citez l'OCP, si vous parlez à l'OCP de 1337, ils vous donneront des chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres sur ce que vous faites en matière de coding ? Est-ce que vous avez des centres, des formations ? C'est ce que je suis en train de vous dire. L'OCP vous donne des chiffres parce qu'ils ont démarré il y a quelques années. Nous, on démarre sur cette stratégie. C'est un nouveau gouvernement. Les chiffres que nous avons, c'est que nous avons plus de 650 maisons de jeunes à disposition pour éventuellement faire cela. Bien sûr, toutes les maisons de jeunes, nous sommes le ministère de la Jeunesse. Nous ne sommes pas le ministère de la formation professionnelle de l'emploi. Nous voulons juste apporter un plus pour les jeunes. Pourquoi ? Parce que quand je suis sorti des élections, quand nous sommes tous sortis des élections, la première problématique que j'ai eue avec la jeunesse, c'était l'employabilité. Peut-être que dans les années 70, 80, c'était les vacances, c'était les loisirs ou autres, mais aujourd'hui, c'est l'employabilité. Donc, à un moment donné, ce ministère de la jeunesse qui se préoccupe des problématiques de la jeunesse doit aussi pouvoir répondre à cette problématique d'employabilité. Vous parlez bien d'employabilité, pas d'emploi. Non, je parle d'employabilité. Très bien. Parce que le département, la raison de ce ministère-là n'est pas de créer des emplois. Je ne suis pas habilité en tant que ministre de la Jeunesse à aller créer. Par contre, en tant que ministre avec le département de la communication, je peux négocier avec des investisseurs pour venir investir dans le gaming. Et j'y reviens. Ça va être le point sur lequel je vais conclure. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans cette stratégie ? C'est sur les 650 maisons de jeunes, par exemple, que nous avons, c'est de garder un tiers des maisons de jeunes dédiées à cette activité classique des maisons de jeunes, à savoir l'activité culturelle, sportive ou autre, pour permettre aux jeunes d'avoir aussi accès à des loisirs. Un autre tiers sur l'employabilité, c'est-à-dire sur la formation, sur le coding, sur les langues aussi, parce qu'on ne va pas se limiter uniquement au coding, parce qu'il y a certains, malheureusement, le marché de l'emploi aujourd'hui réclame de l'anglais, réclame de l'anglais, réclame des langues étrangères. Donc on va essayer d'apporter un soutien par rapport à ce volet-là, d'où les partenariats que nous avons avec des organismes internationaux ou autres. Et il y a aussi une partie liée, on n'en parle peut-être pas assez, mais il y a certaines maisons de jeunes qui sont, il y a des équipements sportifs et autres. Il y a aussi un travail qu'on veut faire par rapport à la jeune femme, pour qu'elle puisse accéder à ces différents, parce que les jeunes c'est hommes et femmes, pour qu'elles puissent accéder justement à l'employabilité, pour qu'elles puissent accéder aux loisirs et pour qu'elles puissent se protéger demain. Donc il y a même prévu des cours de self-défense qu'on voudra proposer aux jeunes femmes pour qu'elles...
par le sport, par le self-défense, c'est aussi assumer son corps, sa personnalité. Est-ce que vous avez les moyens du coding? Quand vous parlez de coding, est-ce que vous avez les moyens? Il faut du matériel? Non, le matériel est déjà là. Alors c'est ça qui est, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est pas une question forcément de budget, c'est une question d'intelligence. Qu'est-ce qu'on fait de ce que nous avons déjà, Beda? D'accord? Parce que c'est quoi le coding? Le coding, c'est des ordinateurs, c'est Internet. La connexion Internet, nous avons aujourd'hui une connexion Internet dans toutes les maisons de jeunes. Ça, déjà, c'est un plus, parce que grâce à ces maisons de jeunes, les jeunes ont une accessibilité à la connexion dans certaines régions parfois éloignées, où Internet n'est pas forcément présent partout. Les ordinateurs sont là parce que c'est un investissement qui est fait sur plusieurs années. Donc aujourd'hui, on peut considérer que nous avons des postes un peu partout sur le royaume ou sur toutes les maisons de jeunes. Qu'est-ce qui reste? Il reste la formation. C'est pour ça que nous avons des partenariats avec l'OCP pour avoir l'expertise et que nous avons impliqué avec nous aussi le ministère numérique, Madame Maritem Zour, pour avoir aussi leur expertise sur ce volet-là et avoir les bons programmes. Parce que ça, ce n'est pas notre expertise au sein du département. D'où, encore une fois, je vous réponds à votre première question, l'importance de la convergence gouvernementale. Donc, pour répondre sur le gaming. Alors, on termine rapidement sur la jeunesse. Alors, sur la jeunesse. Question courte, réponse courte. Surtout réponse courte. Le dernier point. Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, dans ce ministère, c'est que, comme vous le voyez, nous utilisons les infrastructures du ministère de la jeunesse pour former sur le coding. Quand on parle, grâce à la communication, on est en train de discuter avec des investisseurs pour bâtir une cité de gaming et avoir des investisseurs qui vont apporter, qui vont financer, qui vont créer de l'emploi dans des nouveaux métiers. Et ça, c'est important aussi de le dire. Et grâce à la culture, grâce à l'école des beaux-arts de Tétouan, parce que quand on parle de gaming, il n'y a pas que les codeurs, il y a aussi les dessinateurs, il y a aussi les artistes. Donc c'est le littéraire avec le scientifique, avec des jeunes qui n'ont pas forcément une grande connaissance ou un grand savoir, qu'on va réussir à mélanger pour créer un marché pour le gaming, un marché d'employabilité pour le gaming. Dernière question très courte. Sur la jeunesse, dernière question très courte, Mehdi Ben Saïd. Est-ce que vous avez encore une fois un calendrier, une date pour le démarrage de tout ce que vous venez de dire, de brosser d'une manière particulièrement enthousiaste et passionnée? Quand est-ce que ça commence? Alors, c'est des choses qui se font en parallèle. C'est des choses qui se font en parallèle. Sur le volet formation coding, on a samedi dernier, moi j'étais covidé à l'époque, je n'ai pas pu me rendre à Oujda, mais il y a déjà une convention qui est signée. Le représentant du ministère était présent avec la région d'Oujda et avec Mme Richam Zour et le responsable de l'OCP, une première convention pour démarrer les formations, une région pilote telle que la région de l'Oriental, qu'on va essayer de généraliser par la suite. Donc le volet formation a démarré. On est en train de mettre en place. L'idée, c'est d'avoir aujourd'hui, l'école des beaux-arts est connue surtout à Tétouan. On veut au moins avoir 3 ou 4 autres écoles des beaux-arts, à Casablanca, à Rabat, Marrakech, voire à Agadir. On est en train de voir la possibilité pour démarrer septembre à l'école des beaux-arts. Reste le troisième point, nous sommes aujourd'hui en discussion avec des investisseurs étrangers sur le volet d'investissement pour la cité de gaming, un investissement qui sera fait par le ministère pour le volet infra. Et le savoir-faire, l'investissement, la création de richesses, la création d'emplois par cet investisseur-là. Cet investissement nécessitera, pour vous donner la précision, vous cherchez la précision, moi je vous la donne. C'est un investissement qui va aller sur 2-3 ans, parce que l'infrastructure, ça prend du temps. Et donc, en parallèle, la formation, elle a besoin de minimum de, comme vous le savez, comme on l'a dit tout à l'heure, de 6 mois à 2 ans. Donc, tout se fait en parallèle pour être prêt et avoir un MOU avec cet investisseur-là, une fois que l'infrastructure sera prête, que les ressources humaines seront prêtes, que l'école des beaux-arts sera prête, il pourra mettre en place son investissement et créer des nouveaux emplois et créer des nouveaux métiers. J'ai une question connexe qui recoupe la culture et la jeunesse. Bien sûr. Puisque vous êtes proche de ce monde de la jeunesse, quel est l'univers culturel des jeunes? Quelles sont leurs attentes, leurs besoins, leurs aspirations, leur morale aussi, l'état des lieux? Généralement, quand on parle de la jeunesse, on considère que c'est une population unique qui réfléchit de la même manière. La jeunesse, elle est diverse, c'est l'image des Marocains et des Marocaines. Vous aimez un style de musique, mais une autre personne de votre âge va aimer un autre style de musique. La jeunesse, c'est la même chose. Il y a des jeunes qui aiment le rap, d'autres qui aiment l'opéra, d'autres qui aiment Gnawa, d'autres qui aiment mais il y a des éléments fédérateurs malgré tout. La problématique, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai répondu tout à l'heure de manière directe, c'est que la problématique que j'ai ressentie en tout cas, première des jeunes Marocains et Marocaines, c'est cette problématique d'employabilité. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui est, je pense, aussi important, c'est de pouvoir offrir des opportunités de création d'emplois nouvelles aux jeunes Marocains, qui ne soient pas obligés, via sa formation ou via
son envie personnelle d'aller chercher ailleurs, notamment à l'étranger, pour pouvoir travailler. Et là, je parle notamment des jeunes qui font des formations dans l'intelligence artificielle et qui travaillent dans des sociétés internationales à l'étranger, de manière générale. Il faut aujourd'hui leur permettre de réussir ici, notamment dans le domaine des start-up. C'est pour ça qu'on veut aussi permettre aujourd'hui aux jeunes de se dire, peut-être que je rêve trop, mais que le futur Facebook sera marocain. Alors, on arrive au dernier volet. Il nous reste à peu près une petite douzaine de minutes. L'aspect gouvernement, Mustafa Shimi. On va revenir donc sur le nouveau modèle de développement, le rapport sur le nouveau modèle de développement, qui donc préconise une croissance de 6% jusqu'en 2025, pour arriver lentement jusqu'à à peu près 10% à partir de 2030, avec horizon 2035. Le gouvernement, on est à des sortes de yo-yo de 2 à 4%. Bon, on sait qu'il y a la crise, on sait qu'il y a le Covid, on sait qu'il y a la sécheresse, on sait qu'il y a la guerre en Ukraine, on sait qu'il y a... Mais si vous avez ça, vous avez répondu. Non, je n'ai pas encore répondu. Je n'ai pas encore fini ma question. Je vais y aller. Ce gouvernement dont vous faites partie est dirigé donc par le RNI, qui dans son propre programme avait dit 4% par an sur les 5 années de la législature. Première chose. Deuxième question en une. Première chose, donc la croissance. Deuxième chose, le pacte national de développement. Tout à l'heure, Mustafa Shimi en parlait. On en est où? Alors, comme vous le savez, il y a eu le nouveau modèle de développement, il y a eu le rapport, et derrière il y a eu le fameux pacte, etc. Maintenant, le rapport du nouveau modèle de développement, c'est des chiffres basés à des estimations par rapport à une vision. D'accord? Entre-temps, il y a eu, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, vous avez répondu, il y a eu cette guerre, il y a eu la sécheresse. Est-ce que ça va chambouler un peu la vision qu'avait le rapport? Oui, certainement. C'est une réalité. On va pas se cacher derrière ça. On ne va pas venir dire aujourd'hui, non, rien ne va changer, le taux va être le même, la guerre ne va pas impacter sur ce qui se passe. Bien sûr. Sur ça, on est d'accord. Très bien. Ça n'empêche pas pourquoi il n'y a pas d'impact national de développement. La problématique n'est pas là. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Effectivement, il y a eu cette problématique. Mais dès aujourd'hui, le nouveau modèle de développement, il ne parlait pas de gaming. Il ne parlait pas de nouveaux métiers. Donc aujourd'hui, il va falloir répondre à ces problématiques en créant de la richesse, de la nouvelle richesse, autrement. C'est pour ça qu'on fait des efforts pour aller dans des domaines où nous ne sommes pas forcément leaders, où nous n'existons même pas. Quand je parle de gaming aujourd'hui, je suis désolé, je répète souvent ce jeu, c'est peut-être le seul secteur où on pourra être productif en tant que ministère de la Culture, de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Vous déclinez ce que le nouveau modèle de développement a dit sur le capital humain, sur la jeunesse, sur on est d'accord. Parce que on est les premiers consommateurs dans la région MENA. Ouais. La jeunesse marocaine est la première consommateur de gaming. Mais on ne produit rien. C'est pour ça qu'on veut devenir aujourd'hui un pays qui produit aussi, qui n'est pas uniquement consommateur. Et donc à côté, ça veut dire quoi? C'est tout en votre honneur. Mais ça veut dire quoi ça? Je reviens sur le pacte national. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire création de nouvelles richesses. Ça veut dire une réponse au pacte national dont vous parlez. Parce que par rapport à une problématique qui est réelle aujourd'hui, qui est liée à ce que nous connaissons en Europe et à une sécheresse qui n'était pas forcément attendue, il va falloir réagir autrement. C'est ce que je suis en train de réfléchir. Si vous permettez, c'est pas ça le pacte. Vous esquivez la difficulté parce que vous savez bien que c'est difficile. Un pacte national de développement, il était en conclusion du rapport général sur le nouveau modèle de développement. Sa Majesté le Roi y a fait référence expressément dans ses discours. Nous sommes à la fin juin 2022. Ce gouvernement est constitué, investi depuis 8 mois et demi. Il n'y a pas apparemment dans l'agenda un pacte national de développement. Pourquoi? Parce qu'il y a une difficulté politique, me semble-t-il, et c'est ça ma question, à mettre d'accord les 3 partis de la majorité sur des axes, et qui plus est, associer le maximum de partis politiques dans l'opposition à ce pacte. Alors, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec votre analyse. Très simplement, c'est Mustafa, dans la mesure où aujourd'hui, vous voulez créer des conflits entre les partis de la majorité. J'observe la vie politique. Il n'y a pas de pacte national. Et un pacte national implique évidemment la majorité et implique l'élargissement au maximum de partis. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à ces raisons. Là, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas donné la réponse que vous vouliez, mais j'ai répondu. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'au contraire, il y a une convergence parfaite. Le pacte national de développement est un document à signer. C'est bien ça. Tout à fait. C'est tout. Ça n'a rien à voir. C'est un document à signer. Mais signer par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on va signer? Il y a eu un pacte
Il y a eu les partis des majorités à opposition qui s'étaient réunis suite à ce fameux rapport. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez de oui, bien sûr. Très bien. Ça n'est pas un pacte national de on a signé à l'époque déjà. Il y a eu des composantes nouvelles. Aujourd'hui, je pense que le besoin du Marocain et des Marocaines, c'est de voir comment on va tous, en tant que monde, en tant que différents États et différents pays, comment on va essayer de sortir de cette crise. Dans un pacte national de développement. Ce n'est pas un pacte national qu'il faut aujourd'hui, c'est un pacte international. Mais c'est recommandé par le rapport et c'est recommandé par le souverain. S'il vous plaît, on s'éloigne, on va essayer de recadrer. On continue, donc on continue sur les questions. C'est peut-être pas votre département, mais vous êtes membre du gouvernement. La géopolitique, sur ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas venir dire aujourd'hui, on ne peut pas parier sur un pacte national, alors qu'il y a des évolutions constantes. Continuons. Il y a des évolutions constantes. C'est différent. Mais un pacte national n'a rien à voir avec la géopolitique. C'est un accord des partis politiques sur des axes de changement, des réformes, des séquences et une hiérarchie. Les réformes sont basées sur quoi, Mustafa? Ils sont basées sur ce qui se passe dans le monde. On n'est pas producteur de gaz, on n'est pas producteur de pétrole. Donc il y a des évolutions constantes aujourd'hui. Vous parliez de la crise. Non, on est d'accord, on vous a posé la question. Vous savez que je n'aime pas être considéré comme quelqu'un qui ne répond pas aux réponses. Je réponds sur la réalité. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Vous n'avez pas répondu. Si, j'ai répondu. Mais je ne sais pas que ma réponse, peut-être. Mais parce que vous attendez à ce que je dise. C'est pas à moi de juger. Je vous pose la question. C'est aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de juger. Les téléspectateurs jugeront. On verra. Alors on continue. On poursuit. Vous parlez de crise, Covid, guerre en Ukraine, etc. Il y a une inflation, je ne vous cache rien. Tout le monde le sait. Il y a une hausse des prix des carburants, je ne vous cache rien, tout le monde le sait. Et il y a aussi un étrange stoïcisme du gouvernement en la matière. Pourquoi ce terme exact? Pourquoi l'utilisation de ce terme? Pourquoi? L'utilisation de ce terme. Lequel? Stoïcisme ou étrange? Non, stoïcisme. Stoïcisme? Ouais. Ça ne bouge pas, on ne dit rien. Parfois, au Parlement, on voit une question, une réponse rapide. Il y a des carburants qui coûtent très cher. Absolument. Il y a des gens qui le sentent. Oui. J'aurais peut-être, moi, lui, vous peut-être, d'autres, pensé qu'il y aurait une communication peut-être du chef du gouvernement à venir expliquer ce qui se passe de manière à ce que les gens comprennent. Vous savez, je ne parle pas au nom des Marocains, mais on a vécu le Covid, on a vécu le confinement, on a vécu un tas de restrictions et tout s'est passé à partir du moment où on explique. On n'explique pas beaucoup. Vous n'avez pas ce sentiment? La réalité, la vérité. Voilà pourquoi le terme. Hein? Voilà pourquoi c'est le terme. Non, parce que votre terme, parce que vous et d'autres, une minorité d'ailleurs, alhamdoulilah, considère qu'il y a un manque de communication de la part de ce gouvernement. Le gouvernement, yallah, un mois, et on parlait déjà elle est où la communication? À un mois. Et cette remarque qui a été faite quand le gouvernement avait un mois a perduré, et elle s'est installée, et elle est toujours présente aujourd'hui. Alors que, je suis désolé, vous avez parlé, oui, on communique au sein. Le Parlement, c'est une institution constitutionnelle. Et quand le chef de gouvernement il va pour communiquer sur les problématiques économiques, sur les problématiques culturelles ou autres, les différents sujets qui ont été traités depuis la nomination de ce gouvernement, c'est une communication officielle du gouvernement avec les représentants du peuple et avec le peuple marocain pour leur dire les réalités telles qu'elles sont. C'est pas une institution. Le Parlement n'est pas une institution, une institution depuis 8 mois. Il l'est depuis la nuit des temps. Mais j'ai pas fini de Il est depuis la nuit des temps. Mais les autres... Parce que je connais très bien ces boostards, il adore me couper avant que je termine ma phrase. Hier encore, notre collègue... Je vous ramène là où je vous ai posé la question. Encore hier, était chez vos collègues pour répondre à ces problématiques liées à la hausse du carburant ou autre. Chaque semaine, il y a un membre du gouvernement, au-delà du porte-parole qui sort une fois par semaine, mais chaque semaine, vous voyez des sorties ici et là. Parce que effectivement, en passant en prompt rétablissement. Absolument, parce que ici et là, parce qu'il va falloir qu'on travaille tous pour répondre à cette problématique, parce qu'il y a différentes réponses. Alors, la réponse politicienne serait oui. On va tout faire pour augmenter pour baisser les prix. Très bien. Le budget du royaume est ce qu'il est. On n'a pas fait de loi rectificative, à contrario de plusieurs États dans le monde. C'est pas pour vous couper, mais juste pour vous dire que le budget des Marocains aussi est ce qu'il est. Alors, le budget de l'État, c'est le budget des Marocains. C'est pas le budget non, on ne joue pas sur les mots. Le budget de l'État et le budget des ménages. Oui, le budget de l'État, c'est le budget des Marocains. C'est le gouvernement, quand il s'est installé, il a opté pour une stratégie, d'accord ? Peut-être qu'elle est fausse, peut-être qu'elle est bonne, on verra avec le temps. C'est d'encourager et d'aller vers l'investissement. Il aurait été très, très facile de dire, bon, cette année, on va faire 0 investissement, ça veut dire 0 création d'emplois, ça
ça veut dire zéro consommation, ça veut dire rien qui bouge, mais on va soutenir la caisse de compensation. C'était pas possible. Très bien, ça va, donc vous me donnez raison. Très bien. Donc vous donnez raison au gouvernement. Alhamdoulilah, ça c'est la première fois qu'il donne raison au gouvernement. C'est un point à souligner aujourd'hui. Donc, parce qu'on a opté pour l'investissement, avec le budget qu'a l'État. Il a été très très difficile d'aller en plus ramener un budget de je ne sais où pour amener une nouvelle caisse de compensation par rapport au pétrole ou par rapport au pétrole. Parce qu'il y a eu aussi aujourd'hui un soutien exceptionnel par rapport à la caisse de compensation, par rapport au gaz, au sucre, huile, etc., de plus de 15 milliards. D'accord ? Donc, il est là le soutien. Il est là, soutien. Alors, je retiens, parce que l'augmentation. Il faut qu'on fasse aussi le parallèle avec ce qui se passe dans le monde. Oui, c'est bien. L'augmentation de l'essence, elle n'est pas. On va essayer de caser une question et une réponse en 2 minutes. C'est un comparatif commode qui vous permet d'esquiver la question. Même quand ça va mal, il n'y a pas de problème. Puisqu'il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Je vais très rapide parce qu'il faut laisser le temps de répondre. Est-ce que vous avez le sentiment que ce gouvernement est audible ? Parce que, sans commentaire, s'il vous plaît. Deuxième question. Et la deuxième question, plus personnelle, vous paraissez à l'aise comme ministre, mais est-ce que vous êtes à l'aise comme membre du bureau politique du PAM ? Alors là, vous savez, je suis un PAMiste de cœur et un des fondateurs du parti depuis 2008, donc je suis encore plus à l'aise au PAM qu'en tant que ministre. Parce que le PAM, la première question, est-ce que le gouvernement est audible ? J'ai ajouté un petit codici, si vous voulez. Pourquoi le chef du gouvernement ne s'exprime pas comme ses prédécesseurs ? Je vais très au-delà du Parlement. Je vais aller dans le sens de la question de Siem Mustafa. Et vous avez ignoré la mienne. A priori, pas assez, parce que Siem Mustafa se pose toujours la question. Mais c'est ce que je disais chez vous et chez d'autres collègues. On fera les efforts nécessaires pour communiquer davantage. Là, j'ai pas de problème par rapport à ça. Je dis pas que le gouvernement est parfait. Absolument pas. Je dis juste qu'on a choisi une stratégie qui est l'investissement, qui est la création d'emplois, parce qu'on peut répondre aussi à une crise, à l'augmentation des prix de manière générale, par la création de richesses, par la création de nouveaux emplois. Et c'est aussi une stratégie. Il y a deux possibilités. Soit on se dit, bon, l'actif, la population active, est-ce qu'elle est ? On ne va pas y toucher, on va essayer de la maintenir telle qu'elle est et on va jouer sur les prix. Ou alors on va se dire, bon, il y a une crise, il y a une augmentation des prix, mais on va essayer d'augmenter la population active. Et qu'il y ait davantage d'emplois. C'est le choix qui a été fait. C'est pour ça que je vous parlais des projets. C'est pour ça aujourd'hui, c'est aussi de votre rôle. Il faut, malgré la guerre, malgré la sécheresse, malgré ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, il faut garder un certain optimisme. Je reviens. Pourquoi ? Parce que l'optimisme amène l'investissement, amène la création de richesses, amène la création d'emplois. Et ces emplois sont pour qui ? Pour ces jeunes filles marocaines et marocains qui vont demain pouvoir aussi avoir une famille, consommer, sortir, aller au festival, aller au cinéma, aller au théâtre. C'est notre rôle aujourd'hui. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place. On est d'accord avec ça. Il nous restait 30 secondes. Il n'en reste plus que 10. Donc je vais poser quand même ma question. Vous allez répondre en quelques secondes. Pour revenir à ce que disait Mustafa Sahimi sur le gouvernement, est-il audible ou pas ? Pourquoi, selon vous, le chef du gouvernement ne s'exprime pas comme ses prédécesseurs au-delà du Parlement ? Ça, c'est une séance constitutionnelle. Mais ça, c'est votre point de vue que je respecte. Mais je vous ai déjà répondu. Le chef du gouvernement a fait des sorties médiatiques comme les anciens chefs de gouvernement. Il y avait des sorties qui étaient officielles. Quand on est chef de gouvernement, il y a une différence entre ministre et chef de gouvernement. Et c'est une réalité. Le chef de gouvernement, il est là pour orchestrer, pour travailler, pour encourager ses ministres à aller sur le terrain, à travailler. Merci, monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. Vous vous opposez à ce que le gouvernement communique aujourd'hui. Ah ben non, c'est la dictature du temps. Et ça, on n'y peut rien. 52 minutes, c'est 52 minutes. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir répondu aux questions. Je remercie Mustafa Sahimi d'avoir été avec nous, d'avoir aussi posé ces questions. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.